Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sage. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, pour notre dernière journée, j'ai le plaisir de retrouver Daphna Mouchnik pour parler autour de son livre Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement, donc édité chez Fauve Éditions. Bonjour Daphna. Bonjour. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir. Vous parlez dans votre livre que le département vous a demandé de tenir une liste de malades et de décès liés au Covid. Mais que, à côté de cette liste, vous avez tenu à en tenir une autre, celle des guérisons et des sorties d'hospitalisation. Et je trouve dommage que les médias officiels n'ont pas fait de même, parce que je pense que ça aurait été beaucoup moins anxiogène pour tous les téléspectateurs. Et voilà, d'où vous est venue cette idée de tenir cette deuxième liste? Est-ce que vous l'avez aussi donnée au département avec l'autre, avec la première, ou c'était pour vous? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'au départ, c'est le département qui nous le demande, mais en fait, il nous le demande pour l'Agence régionale de santé. Et l'Agence régionale de santé donc, a pour mission d'essayer de voir comment l'épidémie évolue sur les territoires qu'ils accompagnent. Donc déjà, on découvre un acteur qui d'habitude est inconnu, enfin c'est surtout nous qui sommes inconnus de l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui est l'incontournable des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, mais qui ne connaît pas du tout les services d'aide à domicile. Et donc là, ça souligne quand même la difficulté pour nous de ne pas être dans leur champ, parce qu'on a quand même besoin du sanitaire, et de dissocier comme ça, d'avoir fait... On est dans un truc en silo, quoi. D'un côté, il y a le soin, le sanitaire, le médical, et de l'autre côté, il y a nous, le social, l'accompagnement, le prendre soin. Donc c'est ça, il faut revoir, il faut arrêter d'être en silo, il faut mélanger tout ce petit monde pour arriver à être le plus complet possible quand on se rend chez les gens. Et effectivement, l'Agence régionale de santé commence à m'appeler. Il y a une dame très très sympa qui m'appelle une fois par semaine, parce qu'au début, on doit remplir un logiciel, puis bon, bref, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, enfin bref. J'ai cette dame charmante et je trouve ça super triste. Bon, d'abord, parce que finalement, j'ai très très peu de gens hospitalisés. Enfin, ça c'est super. Elle m'appelle un peu pour rien, parce que j'ai très 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 peu de gens hospitalisés. Donc très 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 peu de décès. Et finalement, la maladie, on y est confronté surtout par les gens qui sortent de l'hôpital et qui sont sortis d'affaires, mais qu'il faut pas, du coup, il faut pas qu'ils rendent malades mes auxiliaires de vie. Enfin voilà, c'est plutôt comme ça que nous on rencontre le Covid. Rarement à travers des gens que nous accompagnons déjà. Et je trouve ces listes, et c'est glauquissime. Et effectivement, moi, j'ai pas la télé, mais on me raconte qu'il y a ce monsieur Salomon, c'est ça, c'est monsieur Salomon, qui fait une liste comme ça épouvantable des décès et tout ça. Enfin, à la télé, la radio, les journaux, ils y vont tous de bon cœur quand même. Oui. Hein. Il n'y a pas qu'à la télé. Et je me dis, mais moi, j'ai envie de tenir une liste de nos victoires, en fait, que tous ces efforts-là, ça donne des choses. Alors d'abord, de se dire que habituellement, on s'occupe d'à peu près 800 personnes. Pendant la période de crise sanitaire, il y en a 250 qu'on n'accompagne plus, mais tous les autres, on les accompagne et on ne les rend pas malades. C'est-à-dire que pendant toute la période du confinement, on rentre, en fait, c'est très bizarre. Le confinement est décrété. On a tout de suite des cas. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on a des cas de gens malades qu'on accompagne. Et après, plus rien. Après, plus personne ne tombe malade. En tout cas, pour les personnes que nous accompagnons. Parce que c'est pas vrai pour les auxiliaires de vie. On a eu une quinzaine d'auxiliaires de vie. Sur l'équipe, je sais pas, on devait être une centaine. Sur une centaine d'auxiliaires de vie, on a eu une quinzaine de malades.
Donc moi je me dis je vais tenir une contre-liste et effectivement cette dame qui m'appelle qui est très chouette qui me demande et ben moi je lui dis je vais vous dire aussi Madame Intel est sortie de l'hôpital, l'auxiliaire de vie qui était malade, elle a repris le travail d'ailleurs, elle a demandé à se rendre chez les gens qui étaient malades parce qu'elle se dit qu'elle est immunisée pendant quelques temps. On savait pas bien si c'était vrai, donc on a quand même maintenu les gestes barrières, mais voilà, elles étaient incroyables, elle est malade, elle avait été elle-même rétamée pendant plusieurs semaines. Et quand elle reprend, elle me dit moi, je vais chez les malades parce que je souhaite passer à mon pire ennemi. Je veux aider ceux qui sont malades. Donc voilà, donc je raconte ça à cette dame qui m'appelle et à chaque fois, je contrebalance de nos victoires. Et notamment, le premier jour du confinement, ce couple chez qui on va qu'une fois par semaine, parce que c'est des gens qui vont relativement bien, donc on fait des petites courses, un peu de ménage, mais vraiment du light. Le monsieur est hospitalisé, on s'imagine qu'on ne le verra plus jamais, que c'est terminé. La dame, elle est aussi malade, mais elle n'a pas besoin d'être hospitalisée. Elle nous dit, je vais me débrouiller avec ma fille, donc on ne va plus chez elle. Et en fait, on l'appelle quand même pour prendre des nouvelles et on apprend au fur et à mesure que son mari va mieux, qu'elle va mieux, que le monsieur rentre et puis voilà, et puis les prestations, nos interventions reprennent quoi. Et voilà, moi j'avais envie de ça quoi, j'avais envie de mettre en lumière. Moi j'ai toujours voulu qu'on ait un journal l'info des bonnes nouvelles. Enfin voilà, j'aime. Enfin, moi, le 20h des bonnes nouvelles où on raconterait tout le beau qui se passe dans ce monde. Il y a quand même plein de choses incroyables à raconter. Voilà, donc j'avais envie. C'était ma liste, c'était les bonnes nouvelles. Donc c'était aussi pour vous, puis ça met aussi du baume au cœur, j'imagine, aux auxiliaires. Ah oui, je l'ai partagé. Si elles y ont accès, quoi. Ouais, je l'ai partagé régulièrement et puis je l'ai raconté dans le livre aussi. Est-ce que vous parlez à un moment d'un service, alors je me suis demandé si c'était un petit peu un service ad hoc comme ça que vous aviez créé spécialement pendant le confinement, un service d'écoute pour lutter un petit peu contre la solitude du confinement. Est-ce que ce service, ou ces bénévoles que vous aviez au bout du fil, elles sont là toujours ou bien c'était surtout... Ah non, c'est l'expérience Covid. En fait, très vite, pendant le confinement, il y a un monsieur qui s'appelle Jérôme Gage qui souligne, et après, du coup, il va être missionné par le ministre de la Santé. Moi, il se trouve que c'est un monsieur épatant que je connais bien. Voilà, qui souligne le risque de l'isolement, parce qu'en fait, tout le monde est isolé. Et les vieilles personnes sont isolées dans leur chambre quand ils sont en EHPAD. Les personnes à domicile sont isolées, n'ont plus de visite à domicile, si ce n'est l'auxiliaire de vie. Enfin, voilà, et on se dit... Et puis... Comme je le disais les jours passés, il y a aussi des gens qui sont terrorisés et qui nous demandent de plus venir. Donc on se dit, oulala, que deviennent-ils ? Et donc dans l'urgence, peut-être une semaine ou 10 jours après que le confinement ait démarré, et comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, je commence d'abord sur un groupe de copains WhatsApp à dire, oulala, qui veut bien appeler tous les jours une personne âgée qu'on accompagne habituellement mais qui en ce moment n'a personne. Et donc du coup, les copains, la famille, ma fille répondent présents. Mais ça n'y suffit pas parce que c'est 250 personnes à appeler. Donc du coup, les copains des copains. Et puis après, je mets, je sais pas, il y a une annonce qui est postée comme ça sur les réseaux. Et donc il y a des gens qu'on connaît pas qui nous rejoignent et qui se mettent à appeler. Alors dans un premier temps, on appelle une première fois pour savoir si les gens ont bien le relais de leur famille, sont pas tout seuls. Et donc les gens nous disent mais tout va bien, pas besoin de m'appeler régulièrement. Ou alors oui, ça me fait drôlement du bien que vous m'appeliez, est-ce qu'on peut se donner des rendez-vous, etc. Et donc, sont appelés régulièrement seuls les gens qui le demandent dans le besoin, la première fois. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, c'est mon histoire de co-responsabilité là, dont je parlais hier. Ça va dans ce sens-là. Et en plus, du coup, des copains qui sont à des kilomètres de mon univers professionnel me racontent que ça leur fait un bien fou d'appeler ces gens et de papoter. Puis de se sentir utile. De se sentir utile. Et puis, ils se retrouvent finalement dans la même situation que nous, à créer du lien et de l'attachement. Et
Et voilà, donc on peut aussi accompagner des gens qu'on n'aime pas, avec qui on n'arrive pas à créer de lien. On trouve d'autres raisons, mais voilà. Et ce service d'écoute, il a été maintenu après le déconfinement ? Il a été maintenu quelque temps. Maintenant, il est plus coordonné par nous. On a juste dit aux bénévoles qui le souhaitaient qu'ils pouvaient continuer à appeler les personnes avec qui ils avaient créé un lien spécifique, que ce lien pouvait perdurer. Mais il ne nous appartient plus, ce lien. C'est entre eux et les personnes accompagnées. Dans votre livre, à un moment, vous nous parlez d'une fiche que vous avez reçue au mois d'avril et que vous avez mis que cette fiche était pleine d'expertitude. Et je ne sais pas pourquoi j'ai senti, peut-être à tort, de l'ironie dans ce titre ou dans ce mot. Est-ce que je me trompe ? Parlez-nous de cette fiche que vous avez reçue. Alors, je crois que vous faites référence à la fiche métier avec les protocoles liés au Covid qui est arrivé, qui nous a... J'étais fâchée. Du coup, j'ai traité ça un peu avec l'ironie parce qu'ils avaient déjà toujours un coup de retard. Ils nous expliquaient, je sais pas, peut-être au bout d'un mois, qu'il fallait prioriser, n'aller que chez les gens. Voilà, heureusement qu'on n'avait pas attendu qu'il y ait des consignes. Pour faire ce que vous aviez à faire. Ça, c'était la DGCS qui nous disait de faire ça, la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Et bon, j'imagine qu'ils ont dû vivre aussi une très sale période, je ne voudrais pas les accabler, mais en tout cas, nous concernant, ils ont toujours eu un coup de retard et parfois, ils tombaient à côté. Et donc, du coup, ça compliquait notre métier parce que finalement, nous, on attendait un cadre qui arrivait toujours trop tard avec des choses qu'on ne pouvait pas mettre en place. Là, je ne sais plus. C'est dans la fiche métier, les pauvres, c'est peut-être pas la DGCS, là, c'était peut-être la direction, le ministère du Travail. Parce qu'en fait, on était tout le temps dans cette injonction dont je parle dans l'une des émissions précédentes, qui est que un employeur, il doit protéger et assurer la sécurité de ses salariés au travail. On comprend bien pourquoi. Parce que dans un contexte où on ne nous a pas donné les moyens de protéger nos salariés et où en même temps on sait que la population qu'on accompagne va mourir si on ne se rend pas chez elle, parce que c'est nous qui réalisons les courses, c'est nous qui faisons les repas, c'est nous qui les sortons du lit, c'est nous qui... Voilà, on a des gens tellement fragiles qu'on réalise le vital au quotidien. Et donc, du coup, ils nous demandaient de mettre en place un cadre. Alors voilà, c'est ça. Alors ça, c'était le ministre du Travail qui nous mettait un cadre avec du matériel qu'on n'avait pas. Donc, il nous disait de faire comme ça, avec des moyens qu'on n'avait pas. Et il y avait la DGCS qui, elle, avait plus le souci de soutenir les gens, qui nous disait « allez-y comme ça ». Voilà. Et donc, on avait comme ça des fiches, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Ils avaient des circulaires. Non, c'était pas des circulaires. Bref, des protocoles. On va dire c'était des protocoles contradictoires qui émanaient de 2 ministères qui n'avaient pas été fichus de se parler et de se mettre dans la peau des professionnels qui se retrouvaient face à 2 injonctions terribles qu'on avait nous-mêmes très à cœur. Moi, je vous le disais en début de semaine, j'étais terrifiée à l'idée qu'une auxiliaire de vie tombe malade et meurt. Enfin, et je me disais comment je vais vivre avec ça si c'est parce que j'ai pas mis tout en place pour la protéger, pour qu'elle fasse son travail dans les meilleures conditions possibles. Donc je trouvais ça d'une extrême violence, toutes ces fiches qui sont arrivées trop tôt, trop tard, avec voilà. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas plus travaillé avec les fédérations. On aurait été pragmatique, on avait envie d'être porteur de solutions, voilà. Donc oui, je leur parle. Comment je dis ? C'est quoi le mot ? Pleine d'expertitude. Voilà, d'expertitude. Je trouvais que c'était un mélange d'expertise et de certitude. Avec beaucoup d'ironie quand même. Hein. Alors, donc, votre livre, c'est un journal. Et alors, moi, c'est pour ça que je vais parler de ce petit témoignage qui m'est revenu. Parce que je trouve que ça confine aussi un petit peu au journal. C'est une petite fille de CE1 qui s'appelle Marion
et à qui la maîtresse a demandé à elle et à ses camarades d'écrire un texte sur la manière dont elle avait pu, dont les enfants pouvaient aussi vivre ce fameux confinement, et puis de le donner à qui elle voulait. Et moi, j'ai eu la chance que j'étais l'heureuse bénéficiaire de son ressenti du confinement. Donc c'est un texte assez long. Donc j'ai sorti quelques phrases que j'espère cohérentes malgré qu'elles soient sorties du contexte. Donc cette petite fille nous dit voilà, bonjour, bonjour. Eh bien, on nous a demandé à nous, des élèves, d'écrire un texte pour dire comment on vit la maladie et de l'envoyer à qui on veut. Donc, on n'a pas eu le droit d'aller dehors, sauf dans le jardin. Ça s'appelle le confinement. Moi, je disais farinement ou confiturement. Là, c'est fini. Alors, pas la maladie, mais on peut aller dans la rue. Ça m'a fait drôle. C'était comme avant. Heureusement que j'avais mon petit frère, parce qu'on a bien joué et on joue encore. Bon, voilà, ma vie est normale. Je suis très contente de rester avec maman. Au fait, depuis le début de la lettre, je vais à l'école pour 2 semaines, mais pas de cantine ou de garderie. J'aime ma maîtresse beaucoup. Et je trouve, Christine me dit que c'était, attends, je me rappelle plus trop, cette crise planétaire. Mais c'est drôle que tout le monde a la même maladie en même temps. Ça me fait bizarre, même les Esquimaux et les autres chez les kangourous. Bon, Thomas reste avec maman. Il m'attend souvent près de la porte quand je rentre de l'école. Donc, au revoir. Et soyez prudents, ma maman nous dit ça. Marion. J'ai trouvé ça une idée de la maîtresse assez singulière de nous faire vivre ce que pouvait... Tout le monde n'a pas des enfants de 8 ans à la maison, ou de 7 ans, et j'ai trouvé ça intéressant de se mettre du côté d'un enfant pour vivre... le confinement ou le farinement. Mais en même temps, Marion souligne quelque chose de tout à fait juste et incroyable, que peut-être on est les premiers de toute l'histoire de l'humanité à connaître. C'est qu'on a, pour le coup, un vrai destin commun. C'est vrai, quand elle parle des Esquimaux, enfin voilà. Et les autres chez les kangourous. Voilà, je sais... D'habitude, il y a un drame quelque part dans une région, enfin dans un endroit du monde, et puis quand on est très très loin, au mieux on compatit, et au pire on est un peu indifférent, très lointain. Là, il y a eu quand même cette histoire qui a été vécue par l'ensemble de l'humanité, qui a fait qu'on était quand même tous en lien et tous responsables les uns des autres d'une manière. Enfin voilà, c'est ce que dit quand même cette crise sanitaire. Et donc, je trouve que c'est incroyable que Marion le souligne aussi joliment dans son texte. Donc voilà, c'était le petit mot, des extraits du petit mot de Marion, que je ne connais pas, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. En tous les cas, merci Daphna d'être venue de si loin et de nous avoir accordé tout ce temps pour nous parler de votre livre et de ces métiers malheureusement trop méconnus. Merci à vous. Et puis, je remercie aussi sa fille, Lia, c'est ça, il me semble, qui nous a accompagnés aussi toute la semaine de sa jolie voix et qui va continuer encore aujourd'hui pour introduire mes lectures, comme le veut le format de l'émission. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous revoir si vous nous sortez un 3e livre. En tous les cas, ce sera un plaisir. J'aimerais beaucoup. Mais de toute façon, l'écriture m'accompagne. Je crois que c'est maintenant quelque chose de complètement viscéral. Il est certain que je continuerai à écrire. Si j'ai le plaisir, en plus de pouvoir venir en parler dans votre émission, ce sera avec plaisir. Ce sera avec joie. Merci beaucoup. Et puis, je laisse place à la chanson, à la lecture. Et je vous dis au revoir. Au revoir.
J'ai 100 ans et je suis bien content. Je suis assis sur un banc et je regarde les contemporains. C'est dire si je contemple rien. Je file des coups de canne aux passants, des coups de pompe aux clébards qui m'énervent et je me marre. On peut rien me dire, je suis trop vieux, trop fragile, trop précieux. J'ai 100 ans qui dit mieux. Daphna Mouchnik, première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement. 9 semaines qu'on est en première ligne. Madame m'a grave pris le chou, veille à ce que nous ne nous tournions pas les pouces. Elle nous appelle tous les jours et même plusieurs fois par jour. Ce n'est pas une gentille, notre petite Tati Danielle à nous. Mais il faut reconnaître qu'elle nous fait bien marrer quand elle ne nous rend pas chèvre. Vous avez une standardiste, monsieur Poirier, je crois qu'elle s'appelle Juliette. Elle est charmante. Je la connais pas, mais il y a un truc dans sa voix, une façon de répondre. Elle est très gentille. Bon, Juliette n'est pas standardiste. Mais cette dame en est dingue. Son truc dans la voix doit être magique parce qu'en vrai, elle n'aime pas grand monde. C'est rare qu'elle nous appelle pour dire un truc sympa. Pour un peu, on s'inquiéterait. Heureusement, elle enchaîne. Nadège, elle est pas mal, mais elle n'est pas à prendre avec des caresses. Pincette, bon, va pour les caresses. L'autre jour, je lui montre des photos. Vous croyez qu'elle m'aurait dit merci, pour la pause ? Bah oui, pendant ce temps-là, elle astique pas les murs. Et puis, elle est arrivée 3 minutes en retard. Je voulais la balancer dehors. Je lui ai dit de respecter les personnes âgées. Bon, si vous ne trouvez personne d'autre, je veux bien la garder pendant le virus. Pauvre Nadège. Elle a bien du mérite à se rendre chaque jour auprès d'elle. Paul bosse avec Mathilde cette semaine. Depuis le début du confinement, c'est la 2e fois qu'il nous vient en aide. Contrairement à ce qu'ont l'air de dire mes enfants, il y a toujours classe. Son école semble s'être pas trop mal organisée et puis, comme il est en dernière année, il a quand même pas mal de boulot perso à réaliser. C'est le petit frère de Marie. L'année dernière, il a fait son stage dans notre service et depuis, nous sommes son job étudiant. Mathilde sait pouvoir lui faire confiance. Ce qu'elle lui confie, il le fait bien et avec implication. Le duo fonctionne. Faudra qu'ils me disent, les parents de Paul et Marie, comment ils ont fait pour faire de leurs enfants des adultes aussi chouettes. Bientôt 9 semaines déjà que nous sommes en première ligne dans la gestion de cette crise. 9 semaines qu'on joue au système D, qu'on est à l'heure de la solidarité, de la coopération, de la mutualisation, des inventions, qu'on ne lâche rien ni personne. On priorise, on accompagne, on diminue là pour continuer ici. On appelle, rassure, apaise, écoute. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.